Ravi de vous retrouver parmi nous. Alors, vous êtes directeur de la transformation finance et comptabilité du groupe Nexity. En quoi cela consiste et quelles sont vos missions pour démarrer? Alors, chez Nexity, la transformation finance, c'est quelque chose de nouveau en tant que direction, puisque je suis arrivé il y a 1 an pour créer cette direction. Ça ne veut pas dire pour autant que la transformation n'existait pas chez Nexity. Elle existe depuis 2018, avec un grand projet de transformation. On l'appelait comme tel, mais en fait, ce n'en était pas vraiment un. C'était plutôt un projet de mise en place de RP. Et la transformation finance telle qu'on veut la mettre en place chez Nexity, c'est d'associer un triptyque que sont notre organisation, travailler l'orga, travailler les processus et travailler nos outils. Donc ça, c'est la première pierre à l'édifice que je veux apporter. Et la seconde, et ça a été très bien illustré au démarrage par les 12 travaux d'Hercule, c'est de travailler notre data, voilà, puisque c'est l'enjeu de demain. Et donc, c'est un peu ça les missions qui me sont confiées chez Nexity. Alors, on voit une réglementation parfois même assez créative qui se met en place au fur et à mesure du temps, un environnement du coup réglementaire fort, en constante mutation. Vous, en face de ça, quelles opportunités vous arrivez à saisir pour, en particulier, la fonction finance qui nous intéresse ce matin? Alors oui, très créative. La nouvelle réglementation, si on jette un petit coup de projecteur en arrière, on se rend compte qu'on est passé par l'archivage fiscal, par la loi LME, par la lutte contre la fraude, par la démat fiscale, je l'ai dit, la démat facture. On a évoqué la taxonomie également dans les 12 travaux d'Hercule. Donc ce sont autant d'obligations qui s'incombent à nous et qui peuvent être pour certaines, uniquement pour certaines, des opportunités. Alors lesquelles, justement? Alors voilà, lesquelles typiquement, la démat facture est une opportunité. Très clairement, je pense qu'on l'a tous vécu avec le Covid, qui a été un accélérateur de la dématérialisation. C'est une opportunité de productivité, c'est une opportunité de repenser l'automatisation de nos processus transactionnels, que ce soit les processus fournisseurs comme les processus clients, et qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'équipes pour une valeur ajoutée in fine assez faible. Et c'est ça l'objectif, très clairement, de se transformer, c'est de gagner en efficacité pour apporter de la valeur ajoutée sur les choses qui le nécessitent, très clairement. Donc, typiquement, la démat facture est un très bon exemple de réglementation qui est une opportunité pour l'entreprise. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, la taxonomie. La taxonomie, alors, on sort parfois un peu de la sphère financière quand on pense taxonomie. Pour autant, je pense que pour les entreprises en général, c'est non seulement une opportunité, mais une nécessité. Chez Nexity, typiquement, il ne vous aura pas échappé que l'industrie de l'immobilier est une des industries les plus polluantes en France. Donc si on ne se positionne pas sur ce qu'on veut faire en matière environnementale, on loupe un axe stratégique pour l'entreprise. Donc c'est au-delà de la fonction finance, la taxonomie, c'est un moyen de se reposer, de s'obliger à se reposer la question de notre stratégie long terme. Alors, pour les financiers, maintenant, en quoi c'est un intérêt? C'est un intérêt aussi de dépasser la sphère purement financière, d'accord, et de se positionner peut-être plus comme un garant de la donnée, puisqu'on aura quand même un grand nombre de données à produire, et de se positionner comme un garant de la donnée financière et extra-financière. Et un peu comme ça avait été dit, et très bien dit d'ailleurs dans les 12 travaux d'Hercule, de se rapprocher de la prise de décision et d'être vraiment un appui à la prise de décision pour nos CEO. Voilà. C'est ce qu'on remarque et ce que vous allez voir, et puis c'est assez naturel, mais encore faut-il passer à l'acte et le faire et dépasser le discours. C'est cette prise de décision qui est à la fin gagnante. C'est aussi l'objectif. C'est évidemment l'objectif. Alors, quels sont les moyens à disposition des dirigeants pour faciliter et engager cette transformation que vous venez d'évoquer, Laurent? Alors, les moyens, ils sont nombreux. Je pense que ça a été assez bien illustré dans la première partie des 12 travaux d'Hercule, qui était finalement une bonne présentation de ce que peut être la transformation finance. On a plein de moyens. Encore une fois, si on regarde un peu derrière son épaule et qu'on regarde comment fonctionnait la finance il y a 20 ans, on voit qu'au début du siècle, alors du 21e siècle, au début du siècle,
la finance, se transformer la finance, c'était passer au tout ERP. Quand moi j'ai commencé dans les années 2000, c'était SAP, SAP et la suite SAP. Aujourd'hui, c'est plus ça, transformer la finance. Transformer la finance, c'est justement profiter d'outils variés mis à notre disposition. On a évoqué la RPA, on a évoqué l'IA, on a évoqué le machine learning avec l'erreur qui avait été faite sur le recrutement. Mais on a évoqué aussi, je crois, le data mining. On pourrait aussi évoquer d'autres choses comme l'EPM, qui sont des outils qui permettent la prévision et d'être dans une logique plutôt de prospectif que de regard sur le passé. Je pense que l'avenir pour les financiers, ça sera d'être plus dans le prospectif plutôt que dans l'analyse de résultats déjà passés. Ces outils, ils sont super. Ils sont, pour certains, à la portée de toutes les bourses. Je pense à la RPA. C'est pas cher de faire de la RPA. C'est pas une fin en soi de faire de la RPA. C'est de savoir pourquoi on veut le faire. C'est pour libérer du temps à nos équipes et justement passer du temps sur apporter de la valeur ajoutée. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Donc pour revenir sur les moyens, c'est ceux-là. Mais ça, c'est des outils. C'est pas une finalité de mettre en place des outils. Je pense que, je l'ai dit en préambule, mettre en place un outil, c'est super, mais ça ne peut se faire qu'en repensant nos processus et notre organisation et garder en tête ce triptyque-là. Voilà. Donc, quand on met un domaine d'RPA, ça impacte nos processus, ça impacte notre organisation. Et c'est ça notre rôle, c'est de savoir ce qu'on veut faire et où on veut le faire et comment on veut le faire. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu vraiment autant d'outils, encore faut-il savoir Exactement, les utiliser. en fait, il y a quand même une grande différence par rapport au passé. Je pense qu'aujourd'hui, on a des bus d'échange de données entre les outils. C'est ce qui nous permet de ne plus aller vers des solutions qui sont des solutions ERP suite et d'avoir des outils vraiment très adaptés. Alors, je vais prendre un exemple, parce qu'avant d'être chez Nexity, j'étais chez Suez, au même poste, hein, et on a mis en place un outil d'encaissement client. On avait à peu près 1 million de virements, d'encaissement par virement par an. 60% de ces virements étaient lettrés manuellement. On a mis en place un outil qui n'existe dans aucune suite d'ERP. Et cet outil, il nous permet, grâce au machine learning, d'avoir atteint 92% d'encaissement client en automatisé et en rapproché. Donc, et ça, c'est possible aussi parce qu'on a la capacité, on a des flux qui se passent d'un outil à un autre de manière très simple aujourd'hui. Alors, derrière se pose la question de cette transformation de la fonction finance. C'est très bien, mais quel gain de productivité pour l'entreprise derrière? On se pose quand même la question. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Quand on crée un département de transformation ou quand on veut se transformer, même sans département, il n'y a pas besoin d'avoir un département de transformation de finance pour se transformer. C'est savoir quels moyens on donne à cette transformation. Et je pense que, comme tout investissement en entreprise, on doit apporter du ROI avec la transformation finance. Je rajouterais quand même deux notions additionnelles au ROI. Il y a la notion de réduction de nos risques, qui sont difficilement modélisables dans le ROI, et quand on les modélise, on se plante souvent. Et la notion de valeur ajoutée additionnelle, qui sont aussi très difficilement mobilisables. Pour autant, un projet de transformation finance, il doit systématiquement être lancé au démarrage avec une espérance de ROI. Et ce qu'on peut constater dans les faits, hein, ce que moi je constate chez Nexity ou avant chez Suez, c'est qu'un bon projet de transfo finance, c'est un projet qui a un ROI de l'ordre de 3 ans, et un mauvais projet de transformation finance, c'est un projet qui évidemment dérape et qui fait déraper le payback. Pour autant, je mettrais 2 types de projets, je distinguerais 2 typologies de projets. Les projets qui sont des projets de remplacement et d'obsolescence, voilà, parce que souvent on a assez peu d'impact lié à nos processus et à notre organisation, et c'est souvent ça qui fait gagner. Je pense j'ai jamais vu un projet d'ERP, de changement d'ERP, avec un ROI à 3 ans. Il n'y a pas de ROI sur un projet de changement d'ERP simple. C'est tout ce qui va autour qui permet d'avoir le ROI. Donc, il faut vraiment prendre la quintessence des gains
sur l'outil, mais aussi sur tout ce qui va autour. Voilà. Alors justement, on est un peu dans... Ouais, C'est pas forcément qu'on soit dans un grand groupe ou dans une ETI ou une PME, on n'a pas forcément les mêmes typologies de projets. Pour autant, il y a des projets avec ROI positif pour l'ensemble des groupes et des entités, voilà, quelle que soit la taille. On ira peut-être plus sur des projets de RPA et de process sur les PME et un peu plus sur des projets à plus grande envergure et d'outils lourds sur les grands groupes. Alors, si on se projette, vous avez déjà commencé à le faire évidemment, mais sur une prospective, allez, 3, 5, 10 ans, allez, pas plus, mais c'est déjà beaucoup. Comment elle se projette cette fonction finance? Effectivement, 10 ans, c'est déjà énorme. Si on regarde 10 ans en arrière, on en était loin d'aujourd'hui, mais pas si loin que ça finalement. On n'a pas beaucoup évolué en 10 ans. Aujourd'hui, un contrôleur de gestion, c'est pas moi qui le dis, c'est la PQR, hein, il passe que 25% de son temps à faire de l'analyse de données. 25% de son temps, c'est quand même très faible. On pourrait légitimement penser qu'aujourd'hui, c'est le gros de son travail, mais non, c'est 25% de son temps. Donc effectivement, il est encore dans la computation de données, dans la production de tableaux, on est quand même assez loin de ce qui a été présenté dans la première partie où la data est livrée et analysable. Non, on est encore malheureusement aujourd'hui tous et toutes dans la computation. Donc l'avenir déjà, il est de faire en sorte que cette computation, elle soit automatisée et elle ne soit plus produite par des cerveaux humains, d'accord ? Et que ces cerveaux humains, on les utilise à augmenter ces 25%. Alors comment ? Ça a été dit, hein, ça sera possible que par le traitement de notre data et la gouvernance de nos référentiels et l'organisation de nos référentiels. Donc c'est vraiment un enjeu clé pour toute entreprise, hein, c'est la gestion de ses référentiels et sa data si on souhaite faire évoluer le monde de la finance. Alors, ça c'est un enjeu plus qu'une prospective. Je pense que le premier échelon à 2 ans, ça sera vraiment de faire augmenter le temps d'analyse. Le deuxième échelon, c'était 5 et 10 ans les questions. 5 et 10. Voilà. Le deuxième échelon, ça sera vraiment de se positionner sur des données beaucoup plus larges et de se positionner vraiment en tant que propriétaire de la donnée, de garant de la donnée. Et je ne parle pas que de la donnée financière. Et le troisième échelon, ça sera vraiment d'être partie prenante à la prise de décision. Voilà. Parfait, merci beaucoup, c'est très précis. Rendez-vous dans 2, 5, 10 ans, du coup. Ouais. Alors, ce ne sera peut-être pas les mêmes évolutions pour tout le monde. On verra, on ne demande qu'à voir. Alors, pour conclure notre échange, quelle est l'ambition finalement de Nexity et de la fonction finance en particulier? Dites-nous, Laurent, pour conclure notre échange. Alors, Nexity, ça a pour vocation d'accompagner les hommes et les femmes, et vous, dans la ville d'aujourd'hui, mais surtout dans celle de demain. D'accord ? Donc pour accompagner les hommes et les femmes dans la ville de demain, il faut être en capacité de comprendre le marché, de l'anticiper. Qui dit l'anticiper, c'est-à-dire proposer une offre de service qui soit cohérente avec nos anticipations, et ça veut dire se transformer. Et se transformer, ce n'est pas vrai que pour les opérationnels, hein, que pour le business, c'est aussi vrai pour nous, financiers. Donc c'est vrai qu'on avait lancé ce programme qui s'appelle Finex en 2018, et notre ambition, c'est évidemment de le faire croître sur des domaines de data et de le faire croître sur des domaines organisationnels et d'harmonisation de nos processus. Nous, on a une petite particularité chez Nexity, c'est qu'on a en France 2500 entités juridiques. Donc je pense qu'on fait partie d'un des trois, on est dans les top 3 en France en termes d'entités juridiques. Donc c'est vraiment une problématique de survie presque pour nous que d'arriver à avoir des processus harmonisés, unifiés dans un ERP unique. Ça, c'est le point de départ. Et puis, notre ambition, c'est donc de faire en sorte qu'on soit le garant de cette donnée, on soit en capacité d'avoir de la donnée prédictive, c'est extrêmement important, pour accompagner notre business qui est dans une logique, forcément, quand on construit un immeuble, quand on démarre un projet, l'immeuble est livré 3 ou 4 ans après. Donc les tendances actuelles, on s'en fiche un petit peu quand on démarre un projet. Donc on est vraiment dans la projection systématique, et c'est ça l'enjeu du financier de demain chez Nexity, c'est d'accompagner cette projection. Merci beaucoup, Laurent Van Caneghem, qu'on peut applaudir évidemment.